Alors bonjour Monsieur Fabrice Thomas, vous êtes l'auteur du livre Choc Yves Saint Laurent et moi, une histoire intime, aux éditions Hugo et compagnie, paru très récemment, le 12 octobre dernier. Nous sommes très heureux, j'insiste là-dessus, de vous recevoir et de vous interviewer, afin de nous en dire un peu plus sur cette histoire assez troublante et fort intéressante. Votre histoire, avec le couple Yves Saint Laurent-Pierre Bergé. Ce livre est un témoignage précis, certes des mœurs des gens célèbres de la haute couture, mais nous y trouvons aussi une description intéressante du fonctionnement de la maison Yves Saint Laurent, des calendriers des défilés, des petites mains nombreuses qui font que tout cela est possible et qui ont rendu le succès de la marque possible. Mais avant de parler de vous, pouvez-vous nous dire quelques mots sur la chape de plomb assez impressionnante que les médias français ont décidé de sceller sur la parution de votre livre? Est-ce que vous vous y attendiez? Oui, bien sûr. J'ai contacté 300 journalistes et j'ai eu absolument aucune réponse. Et puis à partir de ce moment-là, je me suis très vite rendu compte que je ne parviendrais pas à faire publier mon livre dans un pays aussi soumis que la France, en tous les cas sans problème. De mon point de vue, la France est malade de son hypocrisie. Il ne faut pas contredire les versions officielles sur Pierre Bergé. Tous les médias font état seulement du caractère quasi sacré de ce monsieur. Pourtant, on serait en droit de s'attendre à la liberté d'expression. En ce qui concerne la dénonciation d'abus fréquents, il n'en est rien. Mais bon, l'omerta commence à se fissurer et j'en suis bien content. En tous les cas, j'en suis ravi. Surtout que ça fait plus de 3 ans que j'ai écrit ce livre. Ça a été tout un parcours du combattant pour trouver un éditeur qui accepte d'éventuels procès de Pierre Bergé, parce que tout le monde sait que Pierre Bergé était un grand procédurier. Vous voyez, il n'avait plus que ça à faire. Voilà. Bon, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Bourdon au Québec des éditions Hugo Doc, et qui m'a courageusement supporté. Et puis voilà, je lui serai jamais assez reconnaissant. Et aussi un phénomène qui s'est passé de synchronicité, c'est que avant il y a 1 an à peu près, pas 1 an, quelques semaines, juste avant d'éditer ce livre-là, je devais rencontrer mes éditeurs pour enlever 70 passages de mon livre qui étaient dérangeants et assujettis à des procès. Chance incroyable, moi je pense plutôt que c'est une synchronicité. Pierre Bergé est mort le jour même où je vais rencontrer mes éditeurs pour enlever ces passages-là. Voilà. Effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est curieux que l'on parle tant d'Harvey Weinstein ou de Tariq Ramadan, que les médias en parlent quasi quotidiennement, et pas un entrefilé sur Pierre Bergé. C'est vraiment troublant. Oui, effectivement. Voilà. Écoutez, on aura fait le point au moins déjà là-dessus, c'est un fait. Alors revenons à vous, est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots le pourquoi de ce livre, même si on l'a déjà entendu, mais en quelques mots, et également la raison de votre exil au Québec? Mais j'imagine que notre introduction répond déjà à cette question. Oui, mais aussi pour d'autres raisons. Déjà, moi je sais impertinemment que Yves Saint Laurent lui-même aurait voulu que je publie cette histoire. Lui, il n'a jamais eu la force de le faire, et quand il a essayé, Pierre Bergé, lui enfonçait la tête sous l'eau. Il était assez nature, et Pierre il s'en méfiait aussi. Deuxièmement, pour ma mère aussi, parce que pour qu'elle ne soit pas morte pour rien, toutes ces souffrances, au moins on servait à quelque chose, lui rendre justice. À partir du moment où mon père est rentré dans le service de Pierre Bergé, ma famille a complètement éclaté, et elle a fait partie des dommages collatéraux. Ça, c'est une chose. Puis aussi un peu de justice aussi. Moi, j'avais besoin de dénoncer les abus de Pierre Bergé. Je voulais apporter mon témoignage, ma vérité à travers toute cette mythologie que Pierre Bergé forgeait autour de lui. Voilà. Derrière, il y avait aussi des êtres humains, et puis bon, comme vous le savez, un être assez malsain. Voilà. Et puis. Et concernant le Québec? Pour reprendre ma vie, pour trouver la paix, recommencer aussi à zéro, vous savez, pour moi personnellement, le sentiment d'être étranger, c'est un sentiment merveilleux. J'ai réussi à me reconstruire. J'adore le Québec. Déjà, on peut s'exprimer, ça c'est quelque chose de merveilleux. Et puis bon, ma femme est aussi québécoise. J'avais quand même quelques éléments pour venir vivre ici. Voilà.
Venons-en maintenant à la genèse de cette histoire, votre rencontre, aussi bien avec Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, ou à vrai dire peut-être d'abord Pierre Bergé, ensuite Yves Saint Laurent. Pierre Bergé, moi j'ai fait plusieurs tentatives avant de rentrer dans l'entreprise, et je suis passé par mon père était déjà dans l'entreprise, hein. Moi j'étais à la recherche d'un père, et je pensais que je pouvais passer par mon père pour entrer chez Yves Saint Laurent. Et puis j'ai fait plusieurs tentatives. Le chef du personnel m'a refusé de me recevoir. Enfin, je me suis rendu compte après que c'était l'ennemi de mon père. Mon père il m'a claqué la porte. Moi j'ai pris la décision de mettre un coup d'épaule dans la porte et puis d'appeler directement Pierre Bergé. Et puis bon, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il m'a fait très 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 vite comprendre que si je voulais rentrer dans l'entreprise, il aurait fallu que je passe par son petit manège. Voilà, ça volait un petit peu bas, mais bon, j'étais tout de suite, j'ai compris la température. Voilà. Pour Yves, lui, ça s'est fait en 2 étapes, à vrai dire. Moi, j'ai rencontré Yves quand j'avais 8 ans. C'est vraiment une histoire de famille. Ma grand-mère travaillait chez Saint Laurent comme femme de ménage. Mon père était chauffeur. Et puis, un jour, en accompagnant ma grand-mère faire son ménage le soir, j'ai percuté les jambes de Yves Saint Laurent avec ma trottinette. Et puis là, à partir de ce jour-là, je sais pas, peut-être vis-à-vis du passé d'Yves Saint Laurent, qui était un peu torturé, et puis tout ce qu'il a subi avec Pierre Bergé, plus moi, avec ce que j'avais subi aussi avec mon père, je pense qu'il y a une étincelle qui s'est passée là, et je savais qu'un jour, j'aurais quelque chose à apporter là, que j'avais un rôle à remplir dans cette entreprise. Voilà en gros comment j'ai rencontré ces 2 personnes. Mais à la base, c'était une histoire de famille. Oh, et tout à fait, on le comprend bien dans le livre. D'ailleurs, justement, revenons sur le mode de fonctionnement de la maison Yves Saint Laurent. Donc, vous êtes entré en tant que chauffeur personnel la nuit et chauffeur-livreur la journée de toutes les robes, etc., à fournir aux mannequins, aux stars, etc. Et vous racontez très bien le rythme effréné et de la pression très forte qui pesait sur les épaules d'Yves Saint Laurent, qui de surcroît avait commencé sa carrière chez Christian Dior de manière très forte et il avait énormément de succès très vite. N'est-ce pas une des raisons de ces excès futurs, à votre avis? Oui, ça c'est évident. Vous imaginez un petit peu la pression énorme qu'avait Yves. Il y a eu aussi sa rencontre aussi avec Bachet, qui a fait que ça l'a tiré un petit peu vers le bas, mais la raison première, c'était Pierre Bergé. C'était un grand malade, hein. Il était démoniaque, ce monsieur. Il avait une emprise sur Yves. Yves était un homme faible et fragile au point de... Il s'est laissé vampiriser, hein. Pierre lui a pris son âme, son esprit, son talent, sa fortune. Il s'est servi de tout ça pour agrandir son influence au détriment d'Yves. Voilà, moi je pense que c'est surtout le travail d'isolement et de sapage qu'a exercé Pierre Bergé sur Yves, qui a fait qu'il a plongé vraiment profondément dans la drogue et dans ses excès. Venons-en maintenant au couple Yves Saint Laurent-Pierre Bergé, qui n'en était pas un, si on lit bien votre livre, hein. Moi j'ai bien lu. Ils ont habité une quinzaine d'années ensemble, puis ne se voyaient que très peu, que pour le travail, pour les défilés. On apprend que M. Yves Saint Laurent a essayé de tuer Pierre Bergé avec un bronze de 10 kilos et qu'il s'en vantait régulièrement, qu'il lui souhaitait les pires sévices. Et ça n'avait pas l'air d'être de l'humour. Peut-on dire que ce couple qui a fêté ses noces d'or selon les médias l'était réellement? En vieillissant, apparemment, ils se sont réconciliés, mais Pierre et Yves, c'était quand même des êtres, malgré qu'ils soient brillants, c'était des êtres torturés, tortueux, même tortureux, hein. Yves, il avait renoncé depuis longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le travail de sapage de Pierre sur Yves, ça l'a rendu comme un légume. En tous les cas, moi, quand je suis rentré là, Pierre Bergé et Yves Saint Laurent ne se parlaient plus du tout. Ils vivaient plus ensemble depuis 1976, hein, ils étaient en guerre totale. À l'époque, en 88, Yves il a eu besoin vraiment de mes services.
surtout pour se protéger de Pierre Berger. Et je pense qu'à ce moment-là, si ces deux êtres s'étaient trouvés face à face, ils se seraient étranglés sans jamais qu'ils se lâchent. Au sujet moi j'avais quelque chose à dire aussi d'important que j'ai pas dit encore, mais Yves il se confiait vraiment à moi. Et quand Yves a essayé d'assassiner Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, moi je lui ai posé la question, je lui ai dit pourquoi tu as voulu assassiner Pierre. Sa réponse, ça m'a vraiment stupéfait. Il m'a expliqué que dans une séance de soumission que Pierre lui infligeait, il l'avait ligoté et Pierre lui avait obligé de manger ses excréments. Et Yves, il a été traumatisé. Et non seulement été traumatisé, mais il n'a jamais pardonné ça à Pierre Berger, au point de vouloir l'assassiner pendant son sommeil. Voilà, ça je tenais à le dire, parce que c'est quand même... Moi, je me suis posé la question... Qu'est-ce que ça voulait dire, ça, de faire manger ses excréments à quelqu'un? Et il fallait vraiment que Yves soit sa chose. Voilà. Justement, la question suivante, c'est celle-ci. Quelle est, selon vous, la psychologie et les motivations de M. Pierre Berger? Parce que ce que vous nous racontez est quand même extrêmement impressionnant, voire grave. Est-ce que M. Yves Saint-Laurent a été sa chose, son esclave, dans les jeux de sadomasochisme que vous décrivez parfaitement? Ou est-ce que ce dernier, c'est-à-dire Yves Saint-Laurent, il aimait ça? Quel a été le degré d'influence, positif ou négatif? On va pas tout mettre sur le dos de Pierre Berger. J'aimerais essayer de savoir si Yves Saint-Laurent n'a pas une partie de culpabilité là-dedans. Oui, mais bon... Je ne sais pas, je vous pose la question. Oui, mais Yves, il était sous une emprise, je dirais, affective et morale, sous Pierre Berger, hein, c'est ça. Bon, lui, de toute façon, Pierre Berger, comme je vous l'ai dit, lui, c'était de contrôler ce monsieur-là, de lui prendre sa fortune, et puis les vraies motivations de Pierre, c'était le pouvoir, agrandir son influence, agrandir son engagement, enfin, en tout cas, son engagement, vous savez, c'était la cause, c'est un militant de l'homosexualisme, hein, il n'a cessé de renforcer son pouvoir, de renforcer le pouvoir de son lobby. Et effectivement, on voit très bien son influence. Hein. Il a quand même réussi pas mal de choses. Hein. Les fabrications des lois, les pactes, les mariages pour tous. Tout à fait. La gestion pour autrui. Il s'est servi de tout ça. C'était vraiment un monsieur démoniaque. Ça c'est ça. Enfin, moi je sais. Hein. Bon, Yves, il était son esclave, oui, mais bon, Pierre, il l'a broyé complètement. Hein. Vous savez, toutes ces séances sataniques qui visaient à humilier Yves, s'il aimait ça, par la force des choses, oui, moi j'étais, comme je lui dis, j'étais témoin de sa déchéance affective et morale. Quand vous utilisez deux termes qui reviennent dans les deux précédentes interviews de vous, c'est démoniaque et satanique. C'est des termes de folklore, ou vous parlez de rituels concrets de satanisme? Disons que moi je sais parce que déjà j'ai vu dans sa bibliothèque, hein, si Yves Saint-Laurent avait comme livre de chevet l'amant de Lady Chatterley, lui, Pierre Berger, son livre de chevet, c'était Magia Sexualis de Randolph Beverly, hein, vous savez, l'énergie sexuelle, c'est quelque chose avec laquelle on peut faire beau. Hein. Est-ce que vous avez rencontré des bouquins d'Aleister Crowley par hasard? Non, j'ai jamais vu ça, non. D'accord. Le seul livre que j'ai vu, c'était Randolph Magia Sexualis. D'accord. Vous parlez à plusieurs reprises dans votre livre, au moins à deux, trois reprises, de la bande dessinée La Vilaine Lulu, réalisée par Yves Saint-Laurent, bande dessinée d'une grande violence, hein, puisqu'elle décrit des scènes de pédophilie, de traite des blanches, de consommation de drogue et d'alcool, de meurtre, de satanisme. La préface du livre indique d'ailleurs que le personnage de Lulu est inspiré de faits réels, ce qui est très troublant. Pouvez-vous nous en dire plus ? C'est pas facile ça, mais bon, déjà Yves, il était bipolaire, ça moi je l'ai vécu, c'était assez dur à vivre. Si il a écrit ça, que c'était des choses vraies, moi je veux bien croire, hein, il était assez nature là-dessus. Moi j'ai connu Yves, il était gentil, drôle, sympa, mais il pouvait avoir aussi des périodes très virulentes, hein, surtout quand il était sous l'effet de la drogue. Hein, pour ce qui est des faits réels, moi je peux rien dire. Je pense que cette BD est plutôt fantasmagorique. Hein. En tout cas, j'ai jamais été témoin de tels actes. Hein.
Voilà ce que je voulais dire là-dessus. D'accord. Vous parlez beaucoup de drogue et de spiritueux dans des quantités astronomiques. D'ailleurs, vous vous posez même la question, comment se fait-il qu'il est toujours vivant et voilà, il y en a qui sont morts pour beaucoup moins. Est-ce que vous pensez que ces drogues étaient essentielles pour la créativité ou c'était juste pour échapper comme on le dit, aux démons intérieurs? Oui, vous avez donné la réponse à ma question. Oui, c'était pour effacer ces démons intérieurs, ça j'en suis sûr. Mais par contre, Yves, il était d'une force de la nature incroyable. Moi, j'étais abasourdi devant sa consommation. Je vous dis, il prenait de bouteilles de 75 centilitres de vodka, de la cocaïne, du poppers, des amphétamines. Je me suis demandé comment un être humain pouvait supporter autant de substances. Mais bon, en même temps, je pense que c'était vraiment... Bon, déjà... pour un être humain, moi je me suis mis à sa place quand même. C'était un mythe de son vivant. Je pense qu'il a vécu trop longtemps, Yves. Hein. C'est quand même un des seuls personnages qui a eu un musée de son vivant. Et je pense que ça a été difficile. C'était presque... Il effaçait ça avec toutes ces drogues et toutes ces substances pour l'emmener dans un état second. Oui, ça, j'en suis sûr. Et est-ce que Pierre Berger consommait aussi autant de drogue ou pas du tout? Non, rien du tout. Lui, par contre, oui, du popper, ça il s'en mettait plein de nez, ça aussi. Oui. D'accord. On comprend dans votre livre que M. Pierre Berger est un adepte du sadomasochisme. Vous l'expliquez très bien, les séances avec la badine, voilà, enfin c'est évident. Vous décrivez ça parfaitement. Et d'ailleurs, vous expliquez que lui, c'est la partie sadique et qu'il aimait soumettre des êtres masochistes. Voilà. Vous décrivez d'ailleurs une séance qui se déroula à l'hôtel Lutetia dans laquelle on comprend bien que M. Pierre Berger appréciait le fait de vider sa vessie sur ses esclaves sexuels. Justement, concernant les fantasmes et les pratiques de M. Pierre Berger, pouvez-vous nous en dire plus? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué, à part le témoignage que vous a donné la confidence d'Yves Saint-Laurent concernant les excréments? Oui, déjà, moi ce qui m'a surpris, c'est vraiment les abus de faiblesse de Pierre Berger sur nous. Hein. Et puis comme je vous l'ai dit, moi ce qui m'a choqué, surtout avec Pierre Berger, dans la séance que je vous ai parlé, c'était il n'avait aucune limite. Comme je vous ai dit tout à l'heure sur Magia Sexualiste, il se servait de l'énergie sexuelle pour programmer les gens. Hein. Vous savez, avec un certain rituel et de soumission, on peut asservir des êtres humains. On peut leur créer une aide psychologique en déposant des larves dans leur esprit et ainsi les contrôler et les rendre abdiques. Yves a été son terrain vraiment d'entraînement. Voilà. D'accord. C'est sûr que moi, avec le fait de mon enfance et les traitements de mon père, c'est sûr que j'étais préparé instinctivement à ce genre de rituel. Mais bon, moi, tout ce que je peux vous dire, par la force des choses, j'ai donné mon corps, mais j'ai toujours résisté à donner mon esprit. J'ai vraiment lutté. J'ai toujours lutté pour pas qu'il rentre dans mon esprit. Et ça, c'est pour ça que je m'en suis sorti. Et le jour où j'ai dit stop, c'est vraiment parce que je sentais que j'étais à bout de souffle, que j'étais en train de plier là. Voilà. Et justement, il n'y a pas une contradiction entre l'excès de luxe et de beauté avec leur comportement sexuel très sale, très crasseux et véritablement répugnant. Il n'y a pas quelque chose, enfin il n'y a pas une hypocrisie là-dedans. Enfin, vous parlez de tableaux de maître, de tissus d'une extrême beauté. Il y a deux mondes en fait. Oui, ce sont c'est une polarité, ce sont les extrêmes. Moi j'étais dedans là, c'est sûr que Yves, pour arriver à créer des choses aussi belles et aussi magnifiques, il y avait aussi son opposé, il contrebalançait ça justement sur la luxure, sur toute cette déchéance. Oui, c'est un fait, c'est un ensemble, oui, ce sont les deux extrêmes. En tout cas, moi c'est ce que j'ai été témoin là. Je
C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Un des points les plus révoltants de votre livre, ce qui nous choque le plus, c'est celui des actes de pédophilie que vous avez observés dans la villa marocaine du couple, la villa Oasis, à côté du jardin Majorelle. Pouvez-vous nous en dire plus, s'il vous plaît, d'autant que des procès ont été intentés, et vous savez qu'il a été écouté par la justice par rapport aux accusations de pédophilie dans la villa Majorelle. Il a dit qu'il n'y a jamais eu d'orgie là-bas et que les enfants, ça ne l'intéressait pas. Pourtant, vous dites l'inverse, puisque vous parlez d'un intendant qui a eu des rapports sexuels avec un gamin prépubère. On imagine qu'il avait 10-12 ans maximum. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, s'il vous plaît? Déjà, quelle hypocrisie, hein, moi je trouve que c'est une hypocrisie. Le Maroc et Marrakech en particulier, depuis des décennies, c'est une destination pour le tourisme sexuel. C'est pas un secret quand même. C'est un lieu où beaucoup d'homosexuels riches, moi j'ai vu, hein, là-bas, venaient assouvir leur fantasme en toute impunité. Comment vous expliquer ça, moi? Comme je vous l'ai dit, moi j'étais un petit peu au courant de ce qui se passait là au Maroc. Moi j'étais témoin très rapidement de ça. La réalité s'est très rapidement imposée à mes yeux. Pour vous dire, le lendemain de mon premier voyage au Maroc, quand j'ai accompagné Yves Saint Laurent, je me suis baladé dans l'allée principale, là où il y a le portail d'entrée. Et déjà là, il y avait deux jeunes à l'entrée. Vous savez, c'est un petit village, Marrakech. Quand Yves arrivait, c'est sûr que tout le monde le savait. Déjà deux jeunes à travers le portail. Ils appelaient Yves. Quand c'est arrivé, j'étais avec Yves, il a fait un pas en arrière et il était un peu gêné. Je lui ai demandé s'il y avait un problème, il m'a dit qu'il ne voulait pas les voir. C'est moi et le métayer qui avons été les chasser. Il y en avait un qui avait la trentaine et l'autre c'était un ado. Pour ce qui est du jardin Majorelle et de la villa Oasis, entre les deux, il y a une bambouseraie. Et à l'époque, en tous les cas, à l'époque où j'étais là, c'était pas un secret. Yves savait parfaitement que c'était un lieu de rencontre gay. Moi, c'est là que j'ai rencontré cet intendant en train de faire des cochonneries avec ce gamin. Hein. C'est pas un secret. Il m'a même raconté l'histoire de Jacques Majorelle. Vous savez, autour de cette propriété, il y avait un grand mur avec une petite fenêtre. Et déjà, Jacques Majorelle, il y a 100 ans, ouvrait la fenêtre et puis appelait des gens, ou des jeunes gens, ou des jeunes femmes, les appelait, les faisait rentrer dans la propriété, puis les peignait. Ça, c'est pas de la mythologie, c'est vrai. Hein. Est-ce que vous avez assisté à des orgies, à des bacchanales dans la villa Oasis? Jamais. Non. Moi, je vous dis juste ce que j'étais témoin. Bien sûr. C'est marqué dans mon livre. Par contre, moi, je me suis rendu compte aussi que c'est un petit village, Marrakech. Moi, je me suis beaucoup baladé là. J'ai des amis dans le souk. J'ai parlé souvent avec mes amis de ce que j'avais vu. Et puis, pour eux là-bas, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui viennent des bleds, qui ont des cailloux pour jouer et qui cherchent, qui partent de chez eux et qui viennent errer dans les rues. À Marrakech, ils ont même pas d'état civil. Ces hommes peuvent, ces jeunes enfants peuvent disparaître. Personne ne sait rien. C'est fou, ça. C'est fou. D'ailleurs, moi, je peux vous dire, je prie vraiment régulièrement pour ces enfants parce que c'est ce qui se passe là. J'espère que quelque chose va changer là, il faut que ça change en tous les cas. Et concernant le château de Bénerville, vous disiez dans le livre que Pierre Berger y organisait des orgies avec de nombreux amants. Oui, absolument. Là, il n'y a que Pierre Berger. Au château de Bénerville, c'était le fief de Pierre Berger. Au sous-sol, il y avait les cuisines et il y avait une salle de billard. Et à l'arrière de la salle de billard, il y avait une porte. Et puis là, il y avait sa petite salle de torture avec ses fouets, avec ses sangles, etc. Oui, bien sûr. Moi, Pierre m'a emmené plusieurs fois en hélicoptère là-bas. Tout à fait, oui. Il avait passé son permis d'hélicoptère pour y aller, pour aller en Normandie quand il voulait. Oui, et puis en plus, il pouvait emmener les gens qui voulaient là-bas sans vraiment qu'il y ait de témoins, puisqu'il n'était pas obligé de prendre son pilote d'hélicoptère. Là, c'est lui qui le faisait tout seul. D'accord, il a dû se passer des choses bien curieuses là-bas. Oh là, oui, c'était très chaud, oui, effectivement. Mais toujours Pierre Berger, seul, sans Yves Saint Laurent, hein, ça je veux bien le signaler. Yves n'était pas au courant de tous les agissements de Pierre Berger, et surtout pas les agissements qu'il faisait sur son personnel, parce que
je vous dis, si moi je avais déjà, il était trop fragile à ce moment-là, il était vraiment, il sortait d'un burn-out. Si jamais il avait su ça, je pense qu'il aurait tenté une autre fois d'assassiner Pierre Berger parce qu'il avait beaucoup d'affection pour son personnel. C'est vrai, on le comprend dans le livre, tout à fait. Une contradiction majeure, une énième contradiction apparaît dans votre livre, le fait que Pierre Berger ait passé les 30 dernières années à parler du sida dans l'association SIDAction, voulant distribuer des préservatifs aux collégiens de France, alors que lui-même, selon vous, n'en portait jamais, alors qu'il avait des pratiques sexuelles extrêmement risquées, avec des inconnus, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comment vous pouvez expliquer une telle contradiction? À quoi ça rime tout ça? En général, moi je donne mon avis, en général tous ceux qui font la morale, ce sont ceux qui ont le plus à se reprocher. Tout ce que je peux voir là-dedans, c'est que Pierre Berger et Yves Saint-Laurent, ils avaient vraiment le cul béni d'être passés à travers ça. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus, oui. On l'a vu faire la morale, par exemple, à Benoît XVI, à un prêtre catholique camerounais sur le plateau de Paul Amar dans Revue et Corrigée sur France 5. Oui. Il utilisait des termes, il condamnait de manière très véhémente et in fine lui-même ne les utilisait pas. Donc c'est quand même, moi ça m'a vraiment choqué quand j'ai lu ce passage. Moi le premier, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ceux qui font la morale en général qui ont le plus à se reprocher. Là c'était son cas, croyez-moi. Oui. Une autre contradiction apparaît concernant le parcours de Pierre Berger, celui d'être l'incarnation de la gauche. Vous savez, la gauche moraliste, on peut dire c'est le pape de la République, on peut utiliser ce terme. Pourtant, il a fréquenté beaucoup de gens d'extrême droite. Cocteau, pour ne pas parler, on va les citer un peu: Cocteau et ses amitiés hitlériennes, Mitterrand, François et sa Francisque, le pétainiste Jean Giono, le partisan du grand remplacement Renaud Camus, il a signé la pétition pour le défendre. Comment expliquer encore une fois une telle contradiction qui aurait coûté à d'autres leur carrière? À vrai dire, je ne peux pas répondre à la place de Pierre Berger, il aurait fallu lui poser la question. Moi, je ne fais pas de politique. J'ai pas vraiment d'avis sur cette question. Oui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça leur a coûté leur carrière, mais il y a aussi, je voulais parler aussi de quelque chose pour montrer un petit peu jusqu'où ça peut aller. Je sais pas si les gens ont oublié l'histoire du pasteur Doucet. Moi, quand j'étais là, moi j'étais son chauffeur, entre collègues, il y avait une rumeur là entre nous, vous savez, comme quoi Pierre avait eu des couilles, qu'il avait réglé personnellement le cas de quelqu'un qui lui faisait du chantage et de l'ombre. Moi je sais qu'à l'époque le pasteur Doucet faisait des mariages gays illégaux. Ouais. Je crois que ça interférait puis ça dérangeait beaucoup les objectifs que Pierre Berger opérait auprès de Mitterrand. D'accord. Bon, justement, en revenant à François Mitterrand, Pierre Berger s'est construit au fil des décennies, vous le savez, un réseau politique très puissant. Et fut depuis François Mitterrand un proche de tous les locataires de l'Élysée, que ce soit François Hollande, Sarkozy, proche également des réseaux maçonniques et notamment du Grand Orient de France, mais on n'a pas la preuve d'appartenance à la maçonnerie. Les 20 dernières années l'ont positionné comme le pape du lobby rose. N'est-ce pas, selon nous, cet homosexualisme, ce lobbyisme LGBT qui serait le fil d'Ariane de toute sa vie? Ces réseaux puissants sont-ils, selon vous, justement ces protecteurs, notamment, comme vous parlez, de l'affaire Doucet ou du délit d'initié lors de la vente d'Yves Saint-Laurent à Sanofi, etc. Oui, dites-moi, c'était un grand cerveau ce monsieur-là quand même. Mais bon, comme je vous l'ai dit auparavant, son seul objectif c'était d'agrandir l'influence de ce lobby. Déjà, avec la fortune qu'il avait, même s'il avait été mal acquise, ça lui servait de bouclier pour pouvoir tout se permettre et puis d'inquiéter qui voulait. Tous les gens qui se mettaient soit il se les mettait dans la poche, ou alors il les barrait, c'est ça. Bon, lui, ce qu'il avait pour atteindre ses objectifs, lui, il n'avait pas de problème pour écraser ses rivaux, ça c'est sûr. Est-ce que vous l'avez accompagné par exemple à des tenues dans des loges? Non, mais par contre je l'accompagnais régulièrement rue Matignon, rencontrer Monsieur Mitterrand. Oui, ça oui, mais dans les loges, non, jamais. Est-ce qu'il avait du matériel maçonnique chez lui, les tabliers, etc.?
Non. Non. Jamais vu ça. Non, ça je peux rien dire là-dessus. Dernière chose, vous avez parlé dernièrement, sur l'interview canadienne, vous nous avez parlé de révélations fracassantes à faire prochainement. Qu'en est-il exactement? Attendez, déjà, Pierre Berger est mort depuis pas très longtemps. Faut laisser faire un petit peu les choses. Moi, j'ai déjà reçu une lettre de quelqu'un qui a été dans mon cas et qui, d'ailleurs, ça m'a fait vachement plaisir. Je me suis dit, oh là là, parce qu'au départ, vous savez, je me suis dit, je suis tout seul ou quoi, c'est quoi cette histoire, personne, tout le monde a peur ou quoi. Et puis bon, là, ça commence à se débloquer. Moi, ce que j'espère juste, c'est que tout le monde sache vraiment ce qui se passait dans les coulisses et puis les choses là, moi je le sais, va arriver. Hein. Ça, je vous le prédis. Fabrice Thomas, merci encore d'avoir accepté cette interview. Nous souhaitons à votre livre le succès qu'il mérite et encourageant les lecteurs à se le procurer tant les détails sont nombreux et indispensables à la compréhension de ce couple mythique de la mode française, Yves Saint Laurent et Pierre Berger. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre nouvelle vie au Québec, le meilleur pour vous, pour votre famille, vos enfants que vous avez, je sais que vous expliquez que vous avez renoué contact. Donc nous vous souhaitons le meilleur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour cette communication. Au revoir.